Parfait, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va essayer de finir ce cours. Moi, je ne suis pas vraiment en forme. J'espère pouvoir tenir. Je viens juste du campus. J'étais là-bas. J'espérais rester là-bas, donner le cours, mais malheureusement, je suis à l'énergie 0% déjà. Je suis couché pour donner le cours aujourd'hui. On va juste finir ce chapitre. Maintenant, le TP, ça serait le, le samedi où on va faire les deux TP ensemble. La granulométrie et l'hydrométrie, la sédimentation. Donc, on viendra avec les dispositions, les assistants qui feront ça. C'est Blaise qui devrait faire le TP de granulométrie. Mais vu qu'on a décalé au samedi, on va voir si ce sera Blaise ou ce sera les autres assistants qui viendront. On vous dira euh, euh, d'ici là. Et il y a le quiz 1 qui a été mis en ligne. Qui sont en ligne ici et qui n'ont pas soumis leurs devoirs? 1. Est-ce qu'il y a des participants parmi vous qui n'ont pas soumis leur devoir numéro 1? Qui est-ce qui a soumis son devoir numéro 1? Bonsoir. Bonsoir. Ouais, moi, j'ai envoyé pour moi quand même. Ok. Est-ce que c'était difficile? Non, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Ouais. Ok. Merci. Les autres, est-ce qu'il y a des réactions J'ai envoyé particulières? aussi le lien. J'ai envoyé le TP. Ok. C'est numéro 1, oui. Parfait. Donc, je suppose que tous ceux qui sont là ont déjà envoyé, parce que j'avais demandé à l'assistant, il me disait qu'il y avait une dizaine de personnes qui ont envoyé. Donc, je suppose qu'il y a encore d'autres qui ne l'ont pas fait. Vous avez jusqu'à aujourd'hui pour l'envoyer. Après le cours, on va plus tenir compte. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur la différentes parties de ce chapitre qu'on a vu déjà? Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des zones d'incompréhension? OK. Allô, bonsoir. Bonsoir. Et vous parlez sur les devoirs, ou bien quel chapitre? Bon, le devoir, quand il va corriger, il va revenir sur ça. Ah, ok, pas de problème. Ok, pas Il de y a des problème. questions sur le devoir? Hein? Il y a des questions sur les devoirs? Mais si on a eu une autre résultat après, on va parler sur ça. Je pense que c'est mieux. Ok, pas de problème. OK. Merci. Monsieur, Oui, bonsoir. bonsoir. Cause la lâche, la Mhm, densité de lâche et puis dense. mhm. Euh, quand lâche là, il y a des vides dedans, non? Il y a plus de vide dedans, mais dense, ça veut dire que les vides sont en train d'être réduits. Mais il y a toujours des vides dans dense aussi, non? Il y a toujours des vides parce qu'on est à 85% maximum pour danse. Il y a toujours des vides. Il reste encore 15%. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions où on peut évoluer? Ok, parfait. Donc là, on était avec les densités. Et quand on termine les densités, il faut aller au poids volumique. On se rappelle qu'on avait parlé des différents types de densités. Et là, maintenant, on va parler des différents types de poids volumiques. Le poids volumique naturel total ou bien apparent, ça c'est le poids total sur le volume total. Le poids volumique
Ouais, ma connexion flanche. Est-ce que vous me recevez maintenant ici avec le téléphone? Oui, on vous reçoit. Ok. Je vais juste essayer de trouver une solution avec mon téléphone. Ok. Donc, on avait parlé des différents poids. On a parlé du poids volumique des jauges qui nous dit qu'il faut... Oh goodness. Qui disait qu'il faut prendre le poids volumique saturé. Donnez-moi juste quelques secondes, je serai en ligne avec l'ordinateur. Ok. Est-ce que ça va mieux maintenant? On me reçoit? Oui, Donc, mais Oui, pas... ça va maintenant. parfait. Donc, on va essayer de continuer. Donc là, on a parlé des différents poids volumiques. On a parlé du poids volumique de jauge et ensuite, on va progresser. Donc, quand on parle de poids volumique, c'est la même terminologie qu'on a utilisée avec la densité et il n'y aura pas de changement. Donc, quand vous connaissez la densité déjà qu'on appelle ρ, masse divisée par le volume, pour avoir le poids correspondant, on multiplie par la constante G, qui n'est autre chose que 9,81 kg par litre. Oh merde. Désolé, hein. Ce n'est autre chose que 9,81 newton par kilogramme. Ou bien, généralement, les gens peuvent arrondir à 10 mètres par seconde carré. Donc, on connaît G. Quand on connaît G et on connaît la densité pour avoir le poids volumique, on multiplie seulement. On fait juste une multiplication entre les deux termes pour avoir le poids volumique correspondant. Est-ce que le son est correct jusqu'ici? La connexion, ça va? Quelqu'un peut confirmer pour juste me rassurer que c'est bon? Et l'enregistrement aussi, j'espère. Oh, oui, quand même, de mon côté, je reçois bien. OK. Et l'enregistrement passe aussi de ton côté, n'est-ce pas? C'est parfait aussi chez moi. OK. D'accord, donc on va continuer. Oh, Véronique dit qu'il ne reçoit pas de son. Véronique, ça va maintenant? OK, parfait. Donc, on va continuer et on va parler de l'indice des vides. Donc, en termes d'indice de vide, euh, ça va nous permettre d'avoir une idée du volume de vide qui se trouve dans notre sol. Donc, dans notre sol, on a parlé du volume de vide qui n'est autre chose que le volume d'air et le volume d'eau. Dépendant de l'état du sol, s'il est totalement saturé, le volume de vide égale au volume d'eau. S'il est complètement sec, ça veut dire que le volume de vide égale au volume d'air. Donc, ce volume de vide-là, divisé par le volume des grains solides, égale à l'indice de vide. Volume de vide divisé par le volume des grains solides égale à l'indice de vide. Donc, ça veut dire que là, si le volume de vide dépasse le volume des grains solides, à ce moment, ça veut dire que le sol est vraiment plus poreux. Donc, si c'est plus poreux et que le degré de vide est plus élevé, à ce moment, on va avoir
l'indice des vides peut dépasser 1. Mais s'il y a plus de sol que de vide, en ce moment, l'indice des vides est inférieur à 1, donc à 100%. Premier terme dont on parle. Ensuite, on va parler de la porosité. À la différence de l'indice de vide, la porosité va nous donner une idée du pourcentage de vide qui se trouve dans l'ensemble de l'échantillon. Donc, on a ce vide-là divisé par le volume total. Le vide divisé par le volume total, c'est ce qui va nous donner la porosité. Donc, le pourcentage de vide divisé par le pourcentage total, ça multiplié par 100% nous donne la porosité. La porosité ne peut jamais dépasser 100% parce qu'on ne peut pas avoir le vide qui dépasse le 100% de la matière. Donc, c'est pourquoi ça va être toujours compris entre 0 et 1. Généralement, on n'arrive jamais à 1. C'est une valeur théorique. Dans le cas des exercices, vous pouvez l'avoir, mais dans la vie réelle et pratique, on n'atteint jamais 100% de vide dans votre échantillon de sol. Donc, indice de vide E, ça fait volume de vide sur le volume des grains solides. La porosité N, ça fait volume de vide divisé par le volume total. Un autre paramètre important que vous allez voir tout au long de votre carrière en génie civil, c'est la teneur en eau. La teneur en eau, ça nous permet de voir une idée de la quantité d'eau qui se trouve dans notre sol. Donc, en ce moment, on ne va plus utiliser les volumes, mais on va plutôt aller avec les masses. Donc, la masse d'eau, la masse des grains solides, c'est ce qui fait la masse totale, parce que la masse de l'air égale à 0. Maintenant, cette masse d'eau divisée par la masse des grains solides, ça va vous permettre d'avoir une idée de la teneur en eau. Donc, s'il y a plus d'eau que de grains solides, en ce moment, la teneur en eau peut dépasser 100%. Mais s'il y a plus de grains solides que d'eau, en ce moment, la teneur en eau va être entre 0 et 100%. Donc, on a vu trois paramètres, l'indice de vide, la porosité et la teneur en eau. Vous avez vu les trois symboles. Donc, je veux que vous écrivez dans le chat. Est-ce que tous ces paramètres-là peuvent dépasser 100%? Si c'est non, quel est le paramètre qui peut dépasser 100%? Quel est le paramètre parmi ces trois? Ou bien quels sont les paramètres parmi ces trois qui ne peuvent pas dépasser 100%? Est-ce que c'est E? Est-ce que c'est E? Ou bien c'est N? Ou bien c'est W? Parmi ces trois, quel est le paramètre qui ne peut pas dépasser 100%? OK. On a Jara, on a Diallo qui a répondu. Les autres, on vous attend. Réagissez dans le chat. Écrivez dans votre message. La porosité, c'est marqué N. Je pense que c'est la porosité. Il ne faut pas penser, il faut être sûr. Porosité. OK. On a vu que l'indice de vide, je pense que l'essentiel des réponses, c'est la porosité. Ah, ouais, Khadija, la teneur en eau peut bien dépasser 100%. C'est la masse d'eau divisée par la masse des grains solides. S'il y a plus d'eau que de grains solides, ça dépasse 100%. L'indice de vide, c'est le volume d'eau, c'est le volume de vide sur le volume des grains solides. S'il y a plus de vide que des grains solides, en ce moment, ça aussi, ça peut dépasser 100%. Mais la porosité, c'est le volume de vide divisé par le volume total. Donc, le total est toujours plus grand que
Malheureusement, la connexion flanche encore. So, Tu utilises ton téléphone? Je peux partager l'écran si la connexion au niveau de ton téléphone est bonne. ouais, le téléphone est bon. Je me demande juste, tu vas défiler toi-même? Je vais essayer. Est-ce que si j'ouvrais le diapo que je t'ai envoyé par email, je peux partager à travers WhatsApp? Ouais, partage. Teams, Zoom. OK, attendez. Je pense que je dois pouvoir partager sur Zoom. OK. Je dois juste me transformer en co-host ici. Ça va aller. OK. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici pour moi? Oui, il y a des questions. Oui, allez-y. Et concernant la teneur en eau, vous avez dit Comment? si c'est plus d'eau, cette partie, je n'ai pas bien compris. Répétez la question, s'il vous plaît. La partie teneur en eau. La teneur en eau, la Alors, formule, c'est quoi? vous avez dit s'il y a plus d'eau ou bien s'il y a moins d'eau. Je ne me rappelle pas très bien. Je n'ai pas compris cette partie. C'est quoi Je ne la sais pas formule de la si c'est la teneur en eau? connexion. Hein? C'est quoi la formule de la teneur en eau? Allô? Allô, Véronique, on ne vous reçoit pas bien. Oui. C'est quoi la formule de la teneur en eau? La formule de la teneur en eau. Oui. La formule de la teneur en eau, ou bien ça concerne Véronique seulement? Non, la formule. Et masse d'eau divisé par masse de matériaux multiplié par 100. Des grains solides, exactement, Habib. Merci. Donc, Véronique, quand on dit par rapport au pourcentage, on a dit que c'est la masse d'eau sur la masse des grains solides. Si le sol a plus d'eau que des grains solides, qu'est-ce qui va se passer? Ce rapport-là, il est plus grand ou il est plus petit que 1? Véronique est là? Plus grand que 1. Plus grand que 1. Donc, dans ce cas, ça dépasse 100%. Maintenant, s'il y a moins d'eau que des grains solides en ce moment, ça ne pourra pas dépasser les 100% dans ce cas. Exactement. C'est ce que je disais. Est-ce que vous voyez maintenant l'écran de mon téléphone? Oui. Parfait. Donc, on va continuer avec le téléphone. Oh. Attendez. Je n'ai pas mis les bons fichiers. J'ai mis la granulométrie. OK. Est-ce qu'elle a mis le fichier dans le chat? Il y avait d'autres questions? Samaki? Oui, bon, là, il n'y a pas de questions. À mon niveau seulement. Allez, je voulais juste ajouter par rapport à la teneur en eau. Donc, maintenant, le rapport, là, donc, comme vous avez si bien dit, s'il se trouve qu'il y a plus d'eau que de grains solides, donc en ce moment, le rapport là, sera supérieur à 1. Donc, c'est le cas où le sol se trouve imbibé d'eau. C'est-à-dire il y a plus d'eau que des grains solides. Voilà, donc maintenant, en ce moment, le rapport là peut être supérieur à 1. Mais par contre, si c'est le contraire, c'est ici,
il n'y a pas suffisamment d'eau, si la masse de grains solides dépasse celle de l'eau, donc là, en ce moment, le rapport là restera toujours inférieur à 1. Tout à fait. Donc, ça, c'est... Parfait. Merci beaucoup, Samaki. Véronique, la question est répondue? Malheureusement, ma connexion n'était pas bonne, mais c'est bon. Je vais me rattraper. Malheureusement, sa connexion n'était pas bonne. La connexion aujourd'hui a des problèmes entre nous. Je vais reprendre. Quand tu regardes la formule, je partage mon écran, tu vas voir tout de suite. Mais cette fois-ci, si tu n'as pas compris là, okay. Ça, c'est bien. Les maragas qui sont ici, là, ne vous fâchez pas. Vous voyez l'écran de mon téléphone? Oui. Lisible, c'est lisible là-bas? Oui. OK. Donc, je défile jusqu'au point où on s'est arrêté. Maintenant, on a dit que le sol, il y a les 3 phases, solide, liquide, gaz, l'air. Donc, quand il y a l'eau dans le sol, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une masse d'eau. Et il y a les grains solides qui vont aussi occuper une masse, n'est-ce pas, Véronique? Oui. Donc, quand il y a la masse d'eau, on va peser la masse d'eau. Quand il y a la masse des grains solides, on va les peser. Le rapport entre la masse d'eau et la masse des grains solides, c'est ce qu'on appelle teneur en eau. Sur ce diagramme, on voit qu'il y a un peu d'eau et beaucoup de grains solides. Mais dans certains sols, il peut y avoir plus de sol et moins de sol et plus d'eau. En ce moment, le numérateur va dépasser le dénominateur et le rapport va être plus grand que 1 ou plus petit que 1. Plus grand que 1. C'est tout, c'est seulement ce qu'on a expliqué. On peut continuer maintenant? Oui. Parfait. Sangaré, est-ce que tu as une question? Sinon, tu désactives ton micro. OK. Donc, Véronique, on a fini avec ta question, on avance? Oui, on peut avancer. Alors, comment on détermine la teneur en eau au laboratoire? Au laboratoire, on a notre échantillon de sol. On va le mettre à l'étuve, au four, pendant au moins une période de temps jusqu'à avoir la masse constante. Généralement, on recommande 24 heures. Donc, la température du four est à 110 degrés plus ou moins 5. Donc, avec un intervalle de plus ou moins 5. Donc, de 105 degrés jusqu'à 115, ça doit aller. Mais il y a d'autres fours qui peuvent atteindre à peine 100 degrés. Donc, l'idéal dans ce cas, ce sera de les laisser au four jusqu'à ce que la masse soit totalement séchée. Donc, la masse initiale qu'on a, moins la masse du sol sec, divisé par la masse du sol sec, c'est ce qui va nous donner les pourcentages qu'on appelle teneur en eau. Le degré de saturation, ce n'est autre chose que le volume d'eau dans le vide. Quand vous regardez ici, on a le volume de vide, ça fait le volume d'air plus le volume d'eau. Maintenant, ce volume d'eau divisé par le volume total du vide, là, c'est ce qu'on appelle pourcentage, degré de saturation, c'est-à-dire le pourcentage de vide qui est occupé par l'eau. Et là, vu que le volume de vide est toujours plus grand que le volume d'eau, à moins que le sol soit complètement saturé, en ce moment, le degré de saturation aussi ne va jamais dépasser 100%. C'est toujours entre 0 jusqu'à 100%. Si c'est à 0%, ça veut dire que le sol est totalement sec. Si c'est à 100%, ça veut dire que le sol est totalement saturé. Michel, si on parle du volume des vides, ce sera seulement la phase gazeuse ou bien... Non, le volume de vide, comme vous voyez sur la figure, c'est le volume de l'air plus le volume de l'eau. Maintenant, si c'est totalement sec, à ce moment, il n'y a pas d'eau. Si c'est totalement saturé, à ce moment, il n'y a pas d'air. Mais si c'est dans l'état où on a la présence de 2, en ce moment, on va avoir le volume d'eau plus le volume d'air. Mais si c'est totalement saturé, cela veut dire on aura l'eau et le sol. On aura l'eau et le sol. En ce moment, le volume de vide, ça veut dire que tous les vides sont occupés par l'eau. Par l'eau.
Donc, on va avoir le volume de vide égal au volume d'eau. Ok. En ce moment, volume d'air égal à 0. Oui, je vois. OK. Monsieur, Oui. est-ce qu'on peut avoir un sol totalement saturé? Ah, quand tu le mets au four, après ça... oh, tu dis totalement saturé? Ah. Bien sûr. Il y a des sols qui sont totalement saturés. Ça dépend. Si le niveau de la nappe phréatique monte, tu connais le puits, non? Oui. Tu as déjà vu un puits. Un sol, le sol qui se trouve dans le puits en bas du niveau de l'eau, il est comment? Le sol en bas de l'eau. Tu as une fois été au niveau du fleuve ou d'un marigot, n'est-ce pas? Oui. Tu t'es baigné dedans. Le sol qui se trouve en bas du niveau de l'eau, là, est comment? C'est mouillé. C'est mouillé. Donc, généralement, là, quand c'est en bas de la nappe phréatique, c'est le sol qui se trouve en bas de la nappe phréatique. Si ce n'est pas une nappe confinée, on va considérer ce sol-là comme un sol qui est totalement saturé. Parce que tous les vides seront remplis par l'eau. Maintenant, sur le terrain et dans la pratique, oui, et dépendant de là où tu te trouves, tu peux trouver des zones où le sol est complètement saturé. Et tu peux aussi saturer complètement le sol au laboratoire pour faire des études du comportement. Okay. On peut continuer? Oui. Parfait. Oui, je pense que la connexion aujourd'hui, ce n'est pas seulement moi. Il y a beaucoup d'autres personnes. Fatoumata, on comprend. Après, vous allez avoir accès à l'enregistrement vidéo. Relations empiriques. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types de relations qui existent. On sait que l'indice de vide, E, ça fait le volume de vide sur le volume des grains solides. Donc, on essaie de définir les différentes... on essaie de définir les différentes relations pour pouvoir arriver à un tableau qui va nous donner les différentes valeurs possibles. Donc, la teneur en eau, ça fait le degré de saturation multiplié par l'indice de vide sur GS. Et la porosité est aussi liée à l'indice de vide. Ça fait l'indice de vide divisé par 1 plus l'indice de vide. ρm, qui est la densité apparente, ou bien la densité totale, ça fait la masse totale divisée par le volume total, est relié à GS, qui est la gravité spécifique, à S, qui est le degré de saturation, à E, qui est l'indice de vide, et à gamma O, qui est la densité de l'eau. Donc, que ce soit saturé ou rodé, il y aura toujours ces relations-là. Et on vous demande de comprendre ces relations-là et pouvoir les exploiter, pas les bêcher. Dans certains cas, il y a certains profs qui peuvent vous demander de démontrer. Ça, c'est leur choix. À ce moment, il faut vous adapter. Ce n'est pas des choses compliquées. Mais si c'est moi, je ne demande pas de démontrer. Si je demande de démontrer, ça veut dire que c'est un travail à faire à la maison. Mais si c'est un travail en classe, généralement, on vous donne les formules pour pouvoir juste mieux savoir les exploiter. On n'a pas besoin de remplir la tête avec des formules, mais on a besoin de vous montrer où est-ce qu'on peut trouver les formules pour les exploiter et comment les exploiter. Donc là aussi, c'est d'autres relations qui existent entre les différents paramètres. Donc, quand on quitte la densité, c'est avec la masse. Quand on va venir maintenant au poids volumique, il faut multiplier par G. Donc, toutes les relations qui existent entre les paramètres en fonction de gamma et de rho vont être des relations qui vont exister en fonction de gamma. Donc là, c'est un tableau général qu'on va voir aussi dans le prochain chapitre qui va être plus lisible. Donc, généralement, si c'est un devoir sur table, on vous donne la feuille de formule et on vous donne des exercices pour pouvoir traiter. Dans le cas de mon cours, ça contient 2 parties. La première partie, c'est des QCM, des questions à choix multiples, comme ce que vous avez vu avec le quiz à la maison du TP. Donc, on vous donne des petites questions à choix multiples et des petites questions de compréhension pour savoir est-ce que vous avez réellement compris le cours, qu'est-ce que vous avez retenu du cours, qui prendra entre 20 à 40%, non 20 à 30%, et on vous donne des questions à développement avec des cas pratiques
si on met un sol XY avec ce sol-là qui a telle quantité de kaolinites, de momorolinites, etc., etc., est-ce que ce sol est gonflant? Oui. Quelles sont les conséquences que cela peut avoir, par exemple? Donc, on vous donne un dessin avec une fondation. On vous dit de nous expliquer concrètement ce qui se passe avec ce type de sol. Ensuite, on vous donne des calculs, mais là, c'est la partie à document ouvert où vous avez accès à toute la documentation. Donc là, on a le système français avec les unités et on a le système anglais avec les unités. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? OK. Donc, je suppose que non. Donc, Mahamadou. Est-ce que Mahamadou est là? Ousmane Diallo. Tu peux désactiver ton micro? Non, il n'y a pas, j'ai pas de questions pour le moment. OK, parfait. Donc, on va continuer. Donc là, c'est les deux systèmes, le système français avec les noms et le système anglophone avec les noms. Pourquoi on vous donne ça? C'est important. Moi, j'ai fait la première partie de mes études dans un système francophone. Quand j'ai commencé mon doctorat, j'ai vraiment souffert. Quand vous regardez tout de suite ici, vous parlez de masse volumique. Et quand vous venez en anglais, on parle de density of soil. De l'autre côté, vous parlez de poids volumique. Et là, ils vont parler de unit weight. Et à un moment donné, vous allez parler de quel autre? Granulométrie. Et ils vont parler de sieve. Donc, quand tu ne comprends pas ces histoires-là, ce n'est pas parce que tu n'as pas le niveau. Mais le système n'étant pas le même, tu vas souffrir vraiment. Et pendant la première année de ma thèse, j'ai souffert comme pas possible. Ça, c'est 2 exercices pratiques. Je vais essayer de prendre mon ordinateur espérant que ça ne va pas nous planter. Je vous donne 1 minute pour lire. La démonstration, ça, c'est vraiment pour vous. Allez-y, vous amuser avec. La seconde question, l'exemple 5, lisez 1 minute et on va essayer de traiter. Je vais prendre mon ordinateur, je vais essayer d'ouvrir Excel et on va partir ensemble, si ça ne plante pas encore. Donc, vous avez 1 minute pour lire, comprendre, puis on avance. Alors, ça va ici? Ouais, ça va pas payer. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques sur cet exercice? Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà? On ne voit plus l'écran. On ne voit plus l'écran. L'écran sera visible dans 1 seconde. Vous voyez l'écran maintenant? Oui. Donc, la première des choses qu'on nous demande, c'est de pouvoir recenser les informations. Quelle est la première information qu'on nous a donnée ici? Le volume total. Le volume total. Donc, on a VT qui fait 0,0283. Ensuite, La masse totale.
La masse totale. Qui fait 63,5. 63,56. Ensuite, La masse sec. la masse une fois passée au four. On nous a donné combien là-bas? 56,75. Donc déjà ici, même si on ne nous pose pas la question, nous-mêmes on doit pouvoir calculer W, n'est-ce pas? Oméga, ça fait quoi? La masse d'eau. Ça fait la masse d'eau, ce qui fait la masse totale. N'est-ce pas? La masse d'eau n'est pas la masse d'eau. Moins la masse sèche. La masse d'eau ici, la masse totale, sur la masse sèche. La masse totale moins la masse sèche, ça c'est la masse d'eau. Exactement. Moins la masse sec, c'est ce qui va nous donner la masse d'eau. Donc, la première parenthèse vient de se fermer. Ça fait la masse totale. Goodness. L'ordinateur est reparti encore. Donc, quand on prend la masse totale moins la masse d'eau, divisé par moins la masse sec, divisé par le poids. Divisé par la masse sec. Divisé par la masse sec, ça va nous donner la teneur en eau. La teneur en eau. Donc, ça sera égal à 12%. Quand on calcule cela, n'est-ce pas? Donc, ça sera 63,56 moins 56,75, le tout divisé par 56,75, ce qui fera 12% quand on fait un bon calcul. Ensuite, ils nous ont demandé de déterminer quoi? La densité humide, n'est-ce pas? La densité humide, c'est quoi ici? C'est ρ apparente ou bien ρ total, n'est-ce pas? Donc, on va dire ρ total, ça va être égal à quoi? Mais il faut que l'écran soit visible d'abord, sinon on ne voit rien d'abord. Ce qu'on va faire, on va juste partager avec le téléphone et expliquer. Ça peut aller? Tu peux m'envoyer le fichier, je vais partager mon écran. Tu as les fichiers sur le groupe, en fait. Oh, c'est dans la présentation? Oui, je sais que c'est dans la présentation. Je suis en train d'utiliser le fichier du groupe, d'ailleurs. Je viens de te le renvoyer. Oh, je pensais que, comme tu étais en train de présenter un fichier Excel. Ah. Chapitre 3, n'est-ce pas? Ouais. 9, 7, 4, 0, 6, 15, 9, 4, 1. Espérons juste que ça ne va pas planter encore. Hein. Tu peux juste arrêter, je vais relancer pour voir. Ok, ok. Ok, donc on a ici encore, espérons que ça ne va plus couper. Donc on va chercher ρ total. ρ total, est-ce qu'on voit maintenant l'écran? Oui, on voit l'écran maintenant. Maintenant, ρ total, c'est autre chose que quoi? La masse totale divisée par le volume. Volume total, n'est-ce pas? Masse totale divisée par le volume total, c'est ce qui va nous donner la densité humide. Donc, ça sera 2245 kg par mètre cube. Maintenant, ρD, ou bien ρ sèche, ce n'est autre chose que la masse sèche
divisé par le volume total, ce qui va nous donner 2005 kg par mètre cube. Y a-t-il des questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, ça va pour moi. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions sur cet exercice, on va avancer. On va aborder les limites d'Atterberg. Ça va jusqu'ici? Oui. D'accord. Donc, les limites d'Atterberg, on va savoir c'est quoi leur utilité, pourquoi on va les utiliser, quelles sont ces limites-là et comment on les détermine au laboratoire. Et une fois déterminées au laboratoire, quelles sont les propriétés qui peuvent en découler. Et on va voir un exemple concret à la fin, espérant que la magie de l'Internet soit avec nous. Donc, quand on prend les propriétés du sol, leur comportement géotechnique, ça va dépendre de la taille des grains de ce sol-là. Si on est avec les sols grossiers, on se rappelle, on a dit que la distribution granulométrique va nous donner une idée, mais aussi la forme des grains qui va nous donner une idée de la résistance de notre sol. Mais par contre, quand on est avec les sols fins, dont la taille est plus petite que 75 micromètres, en ce moment, nous allons utiliser, en plus de tout ce qui a été dit plus haut, les propriétés de consistance et de plasticité. Donc là, c'est les limites d'Atterberg. Donc ces propriétés physiques-là, de résistance mécanique et d'autres propriétés vont dépendre de l'état de plasticité et de consistance du sol. Et ces propriétés de plasticité et de consistance-là sont définies en se basant sur les propriétés de limites d'Atterberg. Ces propriétés de limites d'Atterberg, on peut les placer principalement avec 4 états de consistance. Pour vous rappeler, si vous voulez comprendre le sol, c'est comme du couscous. Du couscous avec du lait. Avant de mettre du lait dedans, c'est l'état qui est solide. Il n'y a rien, c'est sec, il n'y a pas d'eau dedans. Vous commencez à mettre du lait dedans, vous mettez juste un peu. Ça n'a pas. En Bambara, on dit comment? Bashima, non, bon. Donc, il faut continuer. Donc là, pendant cette phase où ils disent qu'ils n'en ont pas, c'est l'état semi-solide. Ce n'est ni solide ni liquide. Maintenant, ça continue pendant cette phase semi-solide jusqu'à arriver à un état plastique. Quand ça arrive à plastique, la différence entre semi-solide et plastique, c'est que au niveau du plastique, quand tu touches le matériau, il y aura une déformation plastique. Mais semi-solide, il peut y avoir une rupture facilement. Et enfin, quand tu continues d'ajouter de l'eau au sol ou bien du lait au couscous, ça deviendra totalement fluide à un moment donné. Donc ça, c'est l'état liquide. Et entre chaque phase de semi-solide à solide, il y a une limite qu'il faut définir. Et de semi-solide à plastique, il y a la limite de plasticité. Là, c'est la limite de retrait entre état semi-solide et solide. Entre état semi-solide et plastique, ça c'est la limite de plasticité. Ça veut dire qu'il y aura des déformations plastiques qui vont se produire. Et entre l'état plastique et l'état liquide, il y a la limite de liquidité. Donc, ce sont ces limites-là qui vont nous permettre d'avoir des idées par rapport au comportement de notre sol. Donc, Atterberg a déterminé ces paramètres-là, c'est un Suédois, et Casagrande aussi est venu adapter ces tests-là pour pouvoir déterminer ses propriétés géotechniques. Donc, ces limites ils vont nous permettre de distinguer entre les différents états, solide, semi-solide, liquide, plastique. Donc, la limite de liquidité, la limite de plasticité sont très souvent déterminées pour beaucoup de tests. La limite de retrait, ça dépend des tests spécifiques qu'on fait. Donc, en gros, quand vous regardez ce diagramme, ça vous donne une idée claire.
quand on est ici à solide, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de changement de volume considérable. Mais par contre, de semi-solide, à partir de semi-solide, il y a un changement de volume dépendant de comment l'argile va toucher l'eau va toucher l'argile. Maintenant, de semi-solide à plastique, il y a aussi un changement de volume considérable. Et à partir de liquide, il y a le gonflement. Donc là, ça nous donne la limite de retrait, qui nous donne la limite entre les états de consistance semi-solide et solide. La limite de liquidité, qui nous donne la limite entre l'état semi-solide et plastique. Et la limite de liquidité, ça va nous donner la limite entre plastique et liquide. Tout ça, tous ces trois-là, c'est ce qu'on appelle des teneurs en eau. Et ces teneurs en eau de liquidité, c'est parti encore. Hein? Non. On voit l'écran? Oui, on voit l'écran. OK. Donc, c'est limite. Parti de... Non, j'étais sûr que c'était parti. Ça va planter chez moi. Donc. OK, je vais juste partager mon écran du téléphone et on avance. Je ne sais même pas c'est quoi mon Internet qu'il a aujourd'hui. C'est bon? Oui. Monsieur, le sol est pulvérisant. Où est pulvérisant? Partie de quelle catégorie? Sol, fin ou un grossier? Est-ce qu'un sol pulvérulent est comment? C'est un sol, ça fait partie des catégories d'un sol et fin ou bien grossier. Sol grossier. OK, merci Lava. Véronique, c'est bon? Oui, merci. OK. Oui, on voit mon écran, n'est-ce pas? Je dois défiler jusqu'à la page, là, n'est-ce pas? OK, on était ici, hein? Donc, quand on a la limite de liquidité, on a la limite de plasticité. La différence entre les deux, ça nous donne l'indice de plasticité. Donc, IP, LP, LL, on les détermine. Est-ce que tout le monde me reçoit? Oui, on le reçoit. Parfait. Donc, je vais continuer. Donc, ça, c'est la différente caractérisation des différents points. Entre les points A et B, qu'est-ce qui va se passer? La déformation est plastique jusqu'à la limite de retrait. À la limite de retrait, ça va tendre vers des points où on va voir que le volume va changer, mais la teneur en eau du sol au point D là va être ce qu'on appelle la limite de retrait. Et cette limite de retrait, le sol est à peu près séché. Quand le sol est à peu près séché, on va aboutir au domaine solide, à la fin, au point D. Donc, à partir du point D à droite, quand on continue, le sol va être séché. Et à partir du point C, quand on est là-bas, le sol se trouve dans un état semi-solide. Donc, ça veut dire que quand vous faites le moulage du sol, ça va conduire à la formation des fissures. Donc, cette formation de fissures-là, ça, c'est ce qui correspond à la limite de plasticité. Maintenant, quand vous êtes au point B, à partir du point B, donc, on va avoir que le sol va devenir comme une pâte. Donc, quand c'est une pâte, ça veut dire que l'état de consistance est fluide. Donc, il y aura le coulage. Donc, là, le degré de saturation va tendre vers 100%. Donc, en utilisant maintenant les paramètres qu'on aura déterminés de ces limites-là, de liquidité, de plasticité et de retrait, on va déterminer l'indice de liquidité, l'indice de plasticité qui fait la limite de liquidité moins la limite de plasticité. Et on va aussi déterminer l'indice de liquidité, IL, qui tiendra compte de l'état naturel du sol initial. Donc, initialement, quand on a du sol qui contient une teneur en oméga, donc cette teneur en oméga moins la limite de plasticité,
divisé par l'indice de plasticité va nous donner une idée de l'indice de liquidité. Donc, en utilisant l'indice de liquidité et l'indice de plasticité, on pourra faire des classifications. Donc, il y aura d'autres tableaux qui viendront à partir du prochain chapitre aussi, qui va vous permettre d'utiliser ces paramètres-là pour pouvoir classifier votre sol. Donc, un autre exemple ici de classification, ça c'est ce tableau. Quand vous calculez l'indice de liquidité qui fait la teneur en eau naturelle moins la limite de plasticité sur l'indice de plasticité, si c'est plus petit que 0, alors on peut conclure que le sol est dans un état semi-solide. Donc, ça veut dire qu'il y a une forte résistance, mais par contre, c'est fragile et la rupture peut être brusque. Mais si l'indice de liquidité se trouve entre 0 et 1, en ce moment, le sol est dans un état plastique. Ça veut dire que la résistance est intermédiaire, mais le sol se déforme comme un matériau qui est plastique. Ça veut dire qu'il n'y a pas... la déformation va se faire proportionnellement à la force, mais il n'y aura pas de retour à son état initial. Elle est différente de la déformation élastique où, après retrait de la force, le matériau revient à sa position initiale. Et par contre, si on a l'indice de liquidité qui est plus grand que 1, alors on va avoir que le sol a une faible résistance et il va se comporter comme un matériau qui est visqueux. Donc là, c'est un exemple de classification du sol en utilisant l'indice de liquidité. Dépendant des différents types de sols qu'on a, que ce soit le sol sableux, du silt, parce que le sable fin aussi, on peut se faire une idée, du silt ou de l'argile. Maintenant, on sait que pour le sable, on ne détermine pas les limites de d'Atterberg. Donc, le sable est non plastique. Donc, on ne détermine ni LL, ni LP, ni IP. Mais par contre, pour le limon et l'argile, en ce moment, quand vous calculez la limite de liquidité et que vous trouvez que c'est plus petit que 40 et que c'est plus grand que 30, vous pouvez vous donner une idée que c'est du silt. Mais par contre, si c'est plus de 140 par exemple, on sait que la valeur de la limite de liquidité trouvée par le silt généralement n'atteint pas ce pourcentage. Donc, ça peut nous, s'il y a un choix à faire entre ces deux matériaux, si c'est A ou B, en ce moment, connaissant la valeur de IL, on peut dire que c'est de l'argile, pas forcément l'autre. Pareil pour la limite de plasticité. Oui. Oui. Au niveau du sable, je n'ai pas bien compris puisque je n'avais pas la connexion. Oui, pour le sable, qu'est-ce qu'on a dit? Pour la limite d'Atterberg, on détermine cela pour les sols fins. Est-ce que le sable est un sol fin? Non. Non, donc dans ce cas, on dit que le sable est un matériau non plastique. C'est bon? Oui, oui. Parfait. Donc, on continue. Alors, comment on les détermine au laboratoire? Je vais parler là. Maintenant, il faut dire la vérité. On utilise l'appareil de Casagrande pour pouvoir faire la détermination de ces paramètres-là. Voilà l'appareil de Casagrande. Il y en a qui l'ont touché, il y a d'autres qui ne l'ont pas encore. Donc, il y a une coupelle, il y a la manivelle, et cette manivelle, ça permet de faire tourner la coupelle avec une hauteur de chute donnée. Donc, vous allez voir au TP de la limite. Donc, quand vous actionnez, vous allez voir qu'il y a des coups qui vont se faire. Ça va faire tac, 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 jusqu'à ce que les deux lèvres se touchent. Donc, vous mettez le sol dedans, la première étape, et vous placez de telle manière à éraser et qu'il n'y ait pas de vide dedans. Donc, si c'est bien mis en place avec la séance qui a moins de vide, donc on va pouvoir tracer. Une fois tracé, vous voyez la hauteur de chute ici à droite. Donc, c'est ce qui doit se faire avec la manivelle. Une fois réglé, vous allez maintenant commencer à taper. Maintenant, à gauche, c'est prêt. À droite, on a tracé la séparation entre les deux lèvres. Donc, il y a différents outils que vous pouvez utiliser pour pouvoir séparer. Il y a des gens qui utilisent des spatules, il y a d'autres qui ont des instruments spécifiques pour le faire. Mais il faut juste se rassurer que quand vous le faites avec la norme et de telle manière à ce que votre main puisse bouger tout le long.
Donc, une fois que c'est bon, dépendant de l'état de consistance, vous tapez, ça peut faire entre 10 et 15, ensuite entre 25 et 35, ensuite entre 35 et 45. Vous allez prendre au moins 3 points, et une fois que vous prenez 3 points, vous tracez. En traçant les 3 points, ça va vous permettre de faire ces différentes phases-là et de faire le prélèvement. Donc, en traçant ces 3 points, ici, le premier coup, c'est 39. Ici, c'est 24. Et là, c'est 17. Donc, vous voyez les 3 points. En noir, on les a regroupés. En les regroupant maintenant, on va voir que ça nous donne une ligne droite. Et cette ligne droite, là où ça coupe le nombre de coups égal à 25, on projette sur la courbe et on revient. En revenant, ça va nous donner la limite de liquidité à gauche sur l'axe des ordonnées et le nombre de coups qui n'est autre chose que le nombre de coups qui correspond, la teneur en eau qui correspond au nombre de coups de 25. Donc ça, c'est la limite de liquidité, comment on la détermine. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je n'ai pas compris cette partie. OK. Vous voyez les 3 étapes avec la spatule et la coupelle. L'étape 1, l'étape 1, on a mis le sol dedans. L'étape 2, il faut séparer le sol en 2. Et l'étape 3, la manivelle dont on vous expliquait tout à l'heure. Ici, vous voyez que la coupelle est un peu levée. Oui. Donc, ça veut dire que la manivelle qui est avec l'image de gauche, c'est ce qu'on va actionner ici pour pouvoir soulever. Donc, en soulevant, c'est comme vos pédales de vélo, là. Ça fait tourner la roue. Donc, c'est à peu près la même chose. Ça fait monter et ça fait descendre la coupelle. Donc, cette hauteur de chute, ça va tomber sur la plaque en bas qui est métallique. Donc, cette plaque, ça va faire tac, tac, tac. Une fois que ça... C'est comme quand vous voulez stabiliser ou rendre lisse la superficie d'un récipient contenant une matière donnée. Dans ces moments, ça va, au fur et à mesure que tu tapes, les 2 lèvres vont se joindre, comme vous voyez sur l'image 3 à droite. Donc, quand les 2 lèvres vont se joindre, à ce moment, on fait un prélèvement qu'on met au four. Et quand on met au four, on connaît le poids initial et on connaît le poids sec à la fin. Donc, poids humide moins poids sec divisé par poids sec nous donne la teneur en eau. Donc, c'est cette teneur en eau qu'on va placer dépendant des 3 points d'essai. Donc, si le premier point est là, on a calculé la teneur en eau. Le deuxième point, on a calculé la teneur en eau. Le troisième point, on a calculé la teneur en eau. On va les joindre. En les joignant les 3 ensemble, ça va nous donner une droite. Maintenant, il faut trouver, on a dit, connaissant X, il faut trouver Y. Donc, tu poses X égale à 25, ça veut dire le nombre de coups égal à 25, et tu trouves Y qui correspond à cela. Donc, c'est la projection. C'est clair maintenant? Oui, c'est clair maintenant. Parfait. Oui. Quand les 2 lièvres se joignent là, c'est la deuxième et le deuxième schéma. C'était séparé en 2 parties, non? C'est ces 2 parties qui vont se rejoindre, non? Oui, il y aura 2 parties qui vont se rejoindre sur la ligne, une partie de la ligne là. C'est comme quand oui, quand tu mets un truc dans une tasse et que tu les sépares avec ta main. Et après que tu commences à taper la tasse, qu'est-ce qui va se passer? Et ce que tu as tracé va un peu, au fur et à mesure, va disparaître. Exactement, c'est ça. Donc, c'est exactement le but du test. Donc, une fois que ça commence à disparaître, vous allez prélever la partie dedans et vous allez mettre au four pour sécher et ça vous donne la teneur en eau. OK. Concernant le repère, c'était semi-logarithmique, non? Oui, là, c'est semi-logarithmique. Le nombre de coups est à l'échelle logarithmique et le nombre et la teneur en eau est en pourcentage. Merci. OK. Pour la limite de plasticité, c'est un autre jeu. Je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des constructions de maisons en banco. Là. Vous mettez de l'eau dans l'argile et vous vous amusez avec. Au fur et à mesure que vous vous amusez avec,
ça va se sécher. Une partie de l'eau est sur la main et une partie de l'eau est séchée par l'air. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, vous allez mettre l'argile sous cette forme et vous allez rouler sur une plaque de verre. En roulant sur la plaque de verre, votre main va prendre une partie de l'eau et l'air va prendre une partie de l'eau, ce qui va permettre au fur et à mesure que vous continuez, ça va se sécher et arriver à un moment donné, s'il n'y a plus assez d'eau dedans, ça va se casser. Donc, en se cassant, on va prendre une partie à gauche et une partie à droite. On le met dans un récipient métallique ou un dish. On le met au four. En mettant au four, ça nous donne une teneur en eau. Donc, vous allez déterminer au moins 3 fois pour trouver la valeur moyenne. Et ça, c'est ce qu'on appelle la teneur en eau qui correspond à la limite de plasticité. Donc, c'est comme ça qu'on détermine la limite de plasticité. Donc, une fois que vous avez la limite de plasticité, ça peut vous donner l'indice de plasticité, ça sera L-LP. Vous connaissez l'état initial de votre sol, ça veut dire que vous connaissez la teneur en eau initiale. Donc, cette teneur en eau, au moins la limite de plasticité sur l'indice de plasticité vous donne l'indice de liquidité. Et la pente de cette courbe, vous voyez cette courbe-là, vous pouvez facilement déterminer la pente connaissant 2 points. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Ça va vous donner la pente. Donc, la pente de cette courbe-là, c'est ce qui va vous donner une idée par rapport à l'indice de courbure. Et une fois que vous avez cet indice de consistance, ça va vous donner une idée claire par rapport à la limite de retrait. Excusez si vous pouvez revenir sur la pente là. Je n'ai pas bien compris. Oui. La pente de la... Ok, où est le TP? Laisse-moi juste partager avec vous le TP. Laisse-moi essayer sur l'ordinateur. Bon, je pense qu'on va voir ça en détail au TP. Je vais essayer de reconnecter l'ordinateur si ça passe. L'indice de consistance, ça fait IC ou bien la consistance relative. Ça fera la limite de liquidité moins la teneur en eau sur le PI. Donc, en prenant cette pente de la courbe, ça va vous donner une idée de l'indice de consistance de votre sol. C'est bon? Allô, on me reçoit? Oui, monsieur. Oui, maintenant, pour trouver cette pente-là, c'est facile. Tu prends ce point et on a un second point. Mon ordinateur est en train de refuser encore. Oh Dieu. Je voulais partager avec vous, mais ça plante encore. Vous avez dit, on prend le point qui correspond à 25 ans. Non, non, non. C'est une droite. Quand vous avez la droite, vous connaissez 2 points de la droite. Oui. Ça va faire le premier point, c'est X1, Y1. Et le deuxième point, c'est X2, Y2, n'est-ce pas? Oui. Pour trouver la pente, ce sera Y2 moins Y1 divisé par X2 moins X1. Oui. C'est ça, non? Oui. Oui, donc ça va vous donner l'indice de consistance. C'est bon? Ok. Oui. Parfait. C'était qui avait posé la question? C'était Arsikeba, c'est ça? D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Ou on peut continuer? On peut continuer. Parfait. Là, on avait expliqué la limite de plasticité. On utilise ces deux pour pouvoir... Alors, quels sont les autres paramètres qu'on peut déterminer à partir de
À partir de l'indice de sa limite d'Atterberg, on peut déterminer l'activité du sol. L'activité du sol qu'on va voir à partir du chapitre prochain, ce n'est autre chose que l'indice de plasticité. Et on se rappelle que l'indice de plasticité, c'est la limite de liquidité moins la limite de plasticité, divisé par le pourcentage de particules fines dans notre sol. Donc, pourcentage de particules fines ou bien le pourcentage d'argile. Ça, quand on fait la granulométrie de notre sol initialement, on a le pourcentage de sol fin. Et une fois qu'on a le pourcentage de sol fin, l'indice de plasticité divisé par cette valeur-là va nous donner l'activité du sol. Et l'activité du sol, on va voir à partir du prochain chapitre qu'on va comparer aux différentes valeurs. Si c'est supérieur à ces valeurs-là, on va classifier comme ce qu'on a fait avec l'indice de liquidité. Alors, est-ce qu'on peut voir un exemple concret? Oui, ça c'est un exemple concret que je vais essayer de pivoter encore sur l'ordinateur. J'espère que ça va marcher. Si ça marche, on a la chance aujourd'hui. Sinon, on vous laisse lire pendant 2 minutes, le temps que je puisse me connecter avec l'ordinateur. Donc, regardez, faites des captures si vous voulez d'écran pour garder. Au cas où l'ordinateur plantait, on va passer à travers ensemble. Okay. Qui a une idée de comment on peut commencer? Qu'est-ce qu'on peut calculer déjà à partir de ces informations? Allô, est-ce qu'on est là? Ah, monsieur, on ne voit pas l'image. Vous n'avez pas fait capture? Hein? Vous n'avez pas capturé l'écran? Si, si. Oh, ouvre l'image dans ton téléphone. Allô? C'est 15, 94, 11. Espérons que l'ordinateur soit avec nous. OK. Excel. On va faire nouvelle page. Et on va faire copier-coller. OK. Donc, on va partager Excel. Est-ce que tout le monde voit Excel à l'écran? Est-ce qu'on voit Excel à l'écran? Oui. Donc, la première des choses, ça sera de tracer la courbe. Maintenant, en traçant la courbe, on va mettre les valeurs. C'est 10, 19, 23, 27 et 40. Ici, ils ont été gentils. Ils nous ont donné les ténèbres en eau directement. Donc, étant donné qu'ils ont les informations des ténèbres en eau, sinon, vous donnez les masses, vous allez calculer vous-même les ténèbres en eau.
Je me rappelle la première fois que j'ai donné ce cours-là, les étudiants étaient fâchés. Ils ont dit que, hey, monsieur, vous nous avez donné un truc long. Et quand on a fini, je les ai demandé, mais on vous a donné ça au laboratoire. Vous avez eu vos données, vous avez interprété. Comment vous pouvez ne pas calculer? Et souvent, quand on est étudiant, là, on aime avoir certaines choses facilement. Ce n'est pas intéressant souvent, n'est-ce pas? Je sais que Véronique ne sera pas d'accord avec moi. Je n'ai rien dit. Mais tu vas comprendre. Souvent, on le fait pour les étudiants eux-mêmes, mais ils ne comprennent pas. Parfois, il faut avoir pitié des étudiants aussi. Hein. Et pourtant, on a pitié des étudiants. Mais trop de facilité, ce n'est pas intéressant non plus. Trop de difficultés aussi, ce n'est pas bon. Quand il s'agit de notes, là, étudiants aiment discuter. Les autres, vous êtes d'accord avec lui aussi? Professeur? Professeur? Ouais, oui. Sélectionner quel cours? Il faut retourner ça pour que je puisse comprendre. Comment? Vous avez sélectionné quelle courbe? Oh, comment j'ai tracé la courbe là? Oui, oui. OK. Donc, quand tu sélectionnes les deux, oui. Tu viens dans insertion. Oui. Ça dépend du type de graphe. Si tu veux, tu prends celui-là. Si tu veux, tu prends avec les points. Comme c'est des points là, moi, j'ai préféré prendre avec des points. Oui, oui. Donc, si tu peux faire ça ici, tu peux prendre ça ici. Mais comme c'est des points, j'ai préféré prendre avec les points. Okay. Maintenant, en prenant avec les points, qu'est-ce qu'on fait? Tu viens, tu cliques sur les points et tu fais clic droit. Tu vas dire, bon, je sais que pour moi, c'est en anglais. Mais en français, ça veut dire qu'il faut ajouter une courbe linéaire. Oui, oui. Donc, en ajoutant la courbe linéaire, tu peux afficher la précision de la courbe. Oui. Et tu vois que et tu peux aussi mettre l'équation de la courbe. Oui. Donc, ça te donne l'équation de la courbe. Maintenant, l'équation de la courbe, tu connais X, tu connais Y. Maintenant, nous, on sait que X, c'est 25, n'est-ce pas? Oui. Tu mets à 25, tu projettes. La valeur que ça va te donner ici, c'est à peu près 40. 40%. Ou bien tu remplaces ici par 25, ça va te donner à peu près 40. Okay. Mais ici, le format de l'axe doit être semi-logarithmique. Okay. Donc, quand tu fais semi-logarithmique, ça va te donner ce type de courbe. Oui. Donc, ça, c'était la première chose à faire. Est-ce que tout le monde a compris jusqu'ici? Oui, oui. OK. Est-ce que les autres, vous avez des questions? OK. Donc, Véronique, il n'y a pas de questions. Ça veut dire qu'on peut donner ça au devoir. Merci. Et tracer les courbes. Pourquoi 1-1? On a tracé tout de suite devant toi. Oh, c'est par ordinateur. Oh, et toi, tu as ordinateur à la maison aussi? Oui, mais je ne suis pas tellement habituée. Oui, mais il faut être curieuse. Il faut dire avec plaisir, on va apprendre. Si tu refuses maintenant, l'année prochaine, là, on va te donner en classe D. Il n'y a pas de mail là-bas. On va apprendre. OK. Donc, ici, on vient à 25, on projette. Quand on projette à 25, on revient sur l'axe. Ça veut dire que la limite de liquidité va être égale à 40% ici. N'est-ce pas? Maintenant, il va nous rester quoi? La limite de plasticité. La limite de plasticité, ils ont dit quoi? Des déterminations de la limite de plasticité ont été faites. Et ils ont trouvé deux teneurs en eau, 20,3 et 20,8. Qu'est-ce qu'on va prendre entre ces deux-là? Est-ce qu'on prend 20,3 ou bien on prend 20,8? On fait la moyenne. On fait la moyenne, exactement. Donc, même si c'est 1000 valeurs, on va juste dire la moyenne. Bon, Excel est facile. On va juste dire average. Ça veut dire la moyenne. Ça va être la moyenne de quoi? De ces deux valeurs. Donc, on va mettre les deux valeurs d'abord. C'est 20,3 et l'autre, c'est 20,8.
Donc, on va dire à Excel de nous calculer la moyenne. Donc, si votre Excel est en français, vous mettez moyenne, ça vous donne le départ et vous sélectionnez les deux et vous faites entrer. Donc, c'est A plus B divisé par 2, comme c'est seulement deux valeurs. Donc, on a ces deux-là. Quand on a ces deux valeurs, on va calculer maintenant l'indice de plasticité. Quelle est la formule de l'indice de plasticité? L'indice de liquidité moins l'indice de plasticité. Donc, ça va être égal à LL moins LP. Moins LP. Oui. Donc, ça fait 19,45 qui nous donne l'indice de plasticité. LL, déjà, c'est supérieur à 1%. Donc, c'est entre 0 et 1. Donc, c'est l'état semi-solide. C'est ça? Donc, ici, après, ils nous ont demandé de déterminer quoi? Petit a, la limite de liquidité, on l'a fait. Petit b, s'il vous plaît, désactivez votre micro. Merci. Petit a, on nous a dit de déterminer la limite de liquidité, ce qui a été fait. Petit b, on nous a dit de déterminer la limite, l'indice de plasticité, ce qui a été fait, mais on ne pouvait pas le faire sans déterminer la limite de plasticité. Petit C. Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur, pardon, moi, ma connexion a été interrompue là. Pour la limite de liquidité, je n'ai pas bien compris cette partie. Pour la limite de liquidité, on trace la courbe. La courbe, en axe des abscisses, on a le nombre de coups, en axe des ordonnées, on a le pourcentage. Quand tu traces la courbe, tu vas mettre, ça sera une droite, tu viens à 25 coups, tu projettes, et tu reviens, ça va te donner la valeur correspondante. Ici, nous, on a pu avoir 40. Maintenant, pour la limite de plasticité, ils nous ont donné deux teneurs en eau, 20,3 et 20,8, on fait la moyenne des deux, ce qui nous donne 20,55. Et l'indice de plasticité, c'est la limite de liquidité moins la limite de plasticité. Ça nous donne 19,45. Maintenant, ensuite, ils nous ont parlé de l'indice de liquidité, IL. Donc, pour avoir IL, c'est la teneur en eau naturelle. Donc, ils nous ont donné la teneur en eau naturelle, ça fait 20,4. 27,4. 27,4. Donc, on va avoir la teneur en eau naturelle oméga égale à 27,4. Donc là, ça va être égal à quoi? La formule, c'est quoi? C'est la teneur en eau naturelle. La teneur en eau naturelle moins la limite de plasticité divisé par l'indice de plasticité. Donc, ce qui va vers 0,35 comme indice de liquidité. Donc, on a calculé petit c aussi. Maintenant, petit d, on dit de trouver l'indice des vides si à la limite de liquidité. Donc, petit d, on nous demande de trouver l'indice des vides. L'indice des vides à la limite de liquidité. Qu'est-ce qu'on a dit? Quand on est à la limite de liquidité, les vides là vont être remplis par l'eau. Donc, le sol est dans son état qui est saturé. Donc, on va dire que oméga multiplié par GS égale à S multiplié par E. Donc, le sol étant saturé, S va être égal à 1. Donc, E va être égal à oméga à GS. Donc, ici, oméga, ça, c'est la teneur en eau à la limite de liquidité. Ça, c'est LL. Donc, oméga va être égal à LL. On va avoir GS, ils nous ont donné ça, égal à combien? 2,7. Donc, on va avoir GS égal à 2,7. LL, c'est combien qu'on a trouvé? C'est 40%, n'est-ce pas? 40%. Et S égale à 100%. Donc, on va déterminer E en ce moment. Et égal à quoi? Égal à oméga GS sur. Alors, c'est parti. Donc, ici, on va avoir. Les gars, la connexion a planté encore. Mais je suppose qu'on avait déjà vu toutes les valeurs. On a vu que oméga égale à 40.
On a vu que oméga égale à 40. On a vu que GS égale à 2,7 et S égale à 100%. Donc, le E va être égal à quoi? Égal à 40 multiplié par 2,7 divisé par 100. Donc, ce qui va faire 1,08. Donc, la valeur de l'indice de vide va être égale à 108%. À la limite de liquidité. Monsieur. Oui. Oméga est égal à 40%. La limite de liquidité. Je n'ai pas bien compris. La limite de liquidité, c'est une teneur en eau, n'est-ce pas? Oui. Et on a dit quoi? De déterminer GS quand on est à la limite de liquidité. Quand on est à la limite de liquidité, la teneur en eau égale à LL. Ok, merci. Les autres, y a-t-il des questions? Oui. Monsieur. Oui, ça crache, allez-y. Désolé, je vais revenir un peu en arrière. Allez-y. Vous avez... Je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai du mal à entendre. Est-ce que les autres parviennent à comprendre? Non, ça crache toujours pas. On n'arrive pas à le comprendre. Ça crache. Donc, oui, ça va mieux maintenant. Pourquoi? Puisque vous avez pris 25 pour projeter pour que ça donne. Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat? Parce qu'on n'a pas entendu. Est-ce qu'elle peut écrire? Parce que la connexion, il me semble qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement à mon côté. Écrivez dans le chat, je vais lire et répondre. Si c'est pour 25 coups, c'est la norme au fait. Pour la norme, on détermine au moins 3 points. Et parmi ces 3 points-là, on ne doit pas tomber sur 25 coups. Pendant l'essai, quand on tombe sur 25 coups, on ne va pas prendre ce point, on reprend. Madame. Les 25 que vous avez... Oui, si c'est concernant les 25 coups, c'est la norme de l'essai au fait. Quand on fait l'essai, on va déterminer avant et après 25 coups, au moins 3 points. En liant ces 3 points, ça nous donne une droite et on va trouver la valeur qui correspond à 25 coups graphiquement. Mais il y a des appareils qui peuvent nous permettre d'avoir actuellement avec plus de précision, mais quand on utilise l'appareil de Casagrande, on fait en sorte de ne pas tomber sur 25 coups. Même si on tombe sur 25 coups, on ne prend pas ce point, on reprend. Ça répond à la question? Oui, professeur. Oui. Et comment on a trouvé S? Voilà. Oui, on a dit que l'indice de vide à la limite de liquidité. Quand on se rappelle, à la limite de liquidité, qu'est-ce qu'on a dit? Que le couscous là va avoir beaucoup trop de lait. De lait, ça veut dire quoi? Que tous les vides vont être remplis par le lait. Par le lait, oui. Dans ce moment, le degré de saturation, c'est combien? C'est 100%. Exactement. OK. Mais toujours, comment dire, toujours comment dire, S100 ouvert souvent. Non. Quand tu es au niveau de l'état semi-solide et solide, est-ce que ça va être 100? Non. Voilà. Ah, OK, pas de problème. Donc, si c'est à l'état semi-solide, on vous donne des informations qui vont vous permettre de déterminer S. OK, pas de problème. On peut vous dire qu'à cette limite, le volume de vide est égal à ça, ou la masse de quoi, ou bien la porosité est égale à ça. Donc, déterminer l'indice de vide. Oui, pas de problème. Même si c'est à l'état solide, monsieur. Si on est à l'état solide, complètement solide, ça veut dire que les vides sont complètement remplis par l'air. Oui. Donc, à ce moment, est-ce qu'il y a la teneur en eau? Non. Donc, la teneur en eau, c'est là où ça va être 0. Mais on vous donnera les informations pour trouver l'indice de vide en ce moment.
On va dire que la proportion de vide est X ou le volume de vide est X et le volume total est Y. Donc, déterminer l'indice de vide en conséquence. Monsieur. Oui. Et si c'est plastique? Si c'est plastique, ça veut dire qu'il y a de l'eau et il y a des vides. Donc, ce moment, on vous donnera aussi les informations pour pouvoir le faire. Moi qui pensais qu'on allait faire ça en 35 minutes. Finalement, on a même dépassé l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous pouvez expliquer la dernière partie, comment vous avez eu le 1,8 là? Ah oui, Ada a mis la... S'il vous plaît, cliquez sur le formulaire de présence et signez. À chaque fois que vous êtes là, que vous n'avez pas rempli votre formulaire de présence, vous n'étiez pas ici. Oui, je vais reprendre. On a dit que oméga GS égale à S multiplié par E. Donc, on va tirer E. E égale à quoi? À oméga GS divisé par S, n'est-ce pas? S. Oméga, c'est la limite de liquidité. Parce qu'on a dit qu'on est à la limite de liquidité, ça veut dire que la teneur en eau, c'est la limite de liquidité, ce qui fait 40. N'est-ce pas? Et ici, S égale à 100%. Et GS, ils nous ont donné. Donc, on va calculer E. E, ça va être égal à quoi? 40 multiplié par 2,7 divisé par 100, ce qui va faire 1,08. OK. OK, merci. Pas de souci. S'il vous plaît, cliquez sur le lien dans le chat et remplissez. Ouais, aujourd'hui, Khadija, je ne sais pas ce qui s'est passé. La connexion, c'était chez moi, c'était chez vous. Donc, je suppose que l'enregistrement va vous aider à aller plus en détail sur certaines parties. Le prochain cours, on va essayer de faire que des TP le maximum possible et essayer éventuellement de répondre à quelques questions sur cette partie encore. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va attaquer le prochain chapitre. Donc, le samedi à venir, on va demander aux assistants de faire le TP de la granulométrie, le TP de l'hydrométrie, la sédimentation. Et un des étudiants va aussi partager son expérience sur l'utilisation de certains matériaux pour pouvoir améliorer les propriétés de l'argile dans la construction. S'il y a des questions pour moi, c'est de bienvenue. S'il n'y a pas de questions, je vous souhaiterais de passer une excellente période. Oui, bonne nuit. Ah oui, Habib, je n'ai pas fermé encore la réunion, donc il faut juste prendre le message, le lien. Et il faut cliquer sur le lien qui a mis en haut et coller. Et ça va s'ouvrir et tu vas pouvoir écrire ton nom. Je viens de remettre encore. Donc, je reste encore en ligne 2 minutes pour ceux qui n'ont pas pu remplir la liste. Parfait. Donc, si tout le monde a pu le faire, Monsieur, vous passez une excellente soirée et je vais arrêter l'enregistrement. Bye bye.